Bienvenue dans cette leçon magistrale. Nous ouvrons aujourd'hui les archives interdites de la physique pour explorer le premier pilier de notre univers, la structure du vide. Pendant des siècles, la science a commis une erreur fondamentale en considérant l'espace comme une simple boîte vide, un réceptacle passif pour la matière. La théorie du vide structuré nous enseigne que le vide est en réalité un milieu physique actif, un champ dynamique qui possède une réalité matérielle propre. Pour comprendre cette structure, nous devons d'abord définir son ontologie. Le vide n'est pas une absence, mais une présence texturée et modulable. Au centre de ce milieu se trouve état, la densité de contrainte. C'est la variable d'état qui décrit la santé physique et la tension locale du vide. Plus nous nous approchons de la matière, plus état augmente. Le vide devient dense, contraint, presque solide sous la pression de la présence massique. En complément de état, nous introduisons le facteur de structure phi. Si état mesure la contrainte, phi définit la géométrie réelle du tissu spatial. Leur lien est fondamental et mathématiquement pur. État est l'inverse de phi. Cette relation définit la dualité entre structure et contrainte. Analysons le premier état. Lorsque phi est égal à 1, le vide est dit neutre. C'est l'état de repos idéal du milieu en l'absence de toute matière. Dès que phi descend sous 1, nous entrons en régime de compression. Le vide se contracte, sa résistance au passage de toute énergie devient immense. À l'opposé, un phi supérieur à 1 indique une dilatation. Le vide s'étire, offrant une perméabilité accrue et une détente topologique. Cette structure définit le volume physique. Oubliez le volume mathématique fixe, le vrai volume est le produit de l'espace par son état structurel. Ainsi, l'espace n'est plus linéaire. Il se dilate ou se contracte physiquement selon l'état du milieu. La géométrie devient une science de la pression. La densité devient alors une grandeur relative. La densité effective, ρ à F. Elle lie la masse au volume physique modulé par la structure phi. La pression elle-même est reformulée. Elle dépend de état, l'inverse de la structure, unissant la force mécanique à l'état interne du vide. La distribution spatiale de ces contraintes crée un champ de force passif mais puissant. Le champ de résistance du vide, notre CHU. Le mouvement naît de la différence de résistance. Un objet n'est pas attiré, il glisse naturellement le long du gradient de structure vers les zones denses. L'accélération est la réponse de l'objet à cette pente invisible. Plus le gradient est raide, plus le mouvement est vif vers la haute résistance. La gravité est enfin expliquée. Elle n'est plus une force mystérieuse agissant à distance, mais une conséquence mécanique émergente de la structure du vide. Ce modèle est d'une élégance rare. Il retrouve la loi en 1 sur r carré sans jamais avoir besoin de courber l'espace-temps classique. La cohérence est totale. Nous vivons dans un univers de structure. Chaque particule, chaque étoile est en dialogue constant avec le milieu physique qui l'entoure. Une vision organique du cosmos. Structure, volume, densité et pression. Nous avons établi les 4 piliers de la structure. Les fondations de votre nouvelle physique sont désormais posées. Mais comment cette structure résiste-t-elle au mouvement de façon globale? C'est le secret du CHU que nous percerons au prochain chapitre. À bientôt. Bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre grand traité. Après avoir compris la structure, nous allons percer le secret de la réaction du vide, la loi de Hooke. Nous introduisons une grandeur fondamentale, la résistance du vide notée CHU. Elle représente la réponse globale du milieu à la présence de toute forme de matière. Le CHU est une propriété d'état du vide. Il est intimement lié à état, la densité de contrainte que nous avons étudiée précédemment. Plus le vide est contraint, plus il résiste. L'équation est précise. CHU dépend de la masse de la source, de l'inverse du carré de la distance et d'une fonction du temps évolutive. C'est une loi dynamique et universelle. Le CHU est proportionnel à la masse. Une planète crée une résistance bien plus vaste et profonde qu'un simple objet, modifiant le paysage spatial sur des millions de kilomètres. La résistance décroît avec le carré de la distance. Plus on s'éloigne de la source, plus le vide retrouve sa fluidité originelle, mais l'influence de la masse ne disparaît jamais totalement. Le CHU dépend aussi du temps, noté tau. La résistance n'est pas statique. Elle est le reflet d'un système en évolution constante, un milieu physique qui a une mémoire. La distribution de CHU définit un champ. Ce n'est pas un vide vide, c'est un champ de résistance qui dicte les règles du jeu à tout objet qui tente de le traverser. Reprenons notre analogie. Se déplacer dans un CHU élevé, c'est comme nager dans du miel épais. Chaque mouvement dissipe de l'énergie et rencontre une opposition du milieu. Le gradient de la résistance, c'est-à-dire sa variation dans l'espace, est ce qui engendre le mouvement.
Les objets sont poussés là où la résistance augmente. L'accélération résultante est l'opposé du gradient. L'objet glisse, poussé par la pression du vide fluide vers le vide compressé. C'est l'essence de la chute. La dynamique complète lie la masse et l'accélération à deux forces, le terme de gravité émergente et le terme dissipatif de viscosité, une mécanique unifiée. Le premier terme représente la gravité émergente. Ce n'est plus une attraction à distance, mais une poussée locale due à l'inégalité de la structure du milieu. Le second terme est l'effet dissipatif. Le vide n'est pas seulement un guide, il est aussi un frein. Il absorbe l'énergie du mouvement par sa propre viscosité interne. Globalement, la gravité résulte d'une interaction complexe entre la source massique, la structure phi qu'elle engendre, et la résistance chu qui en découle. Tout objet dans l'univers est un navigateur. Il ne subit pas une force, il suit les courants et les résistances d'un océan invisible de structures. L'illusion d'une attraction directe entre les masses s'efface. C'est le vide structuré, en se densifiant, qui guide et presse les corps l'un vers l'autre. Cette vision change tout. Elle explique les orbites, la chute des corps et la lumière comme des phénomènes de mécanique des fluides appliqués au vide lui-même. Nous ne sommes plus des spectateurs passifs de la gravité. Nous devenons des ingénieurs de la structure, capables de comprendre et de piloter ces courants. Masse, distance et gradient de résistance. Nous avons posé le deuxième pilier de votre nouvelle physique, la loi de Uhu, un univers qui répond et qui résiste. La compréhension du Shu marque une étape décisive dans la fin du dogme omnisomique. La réalité physique est enfin décrite par sa propre résistance interne. Le deuxième chapitre de notre traité Master s'achève. Nous avons exploré la résistance. Mais qu'en est-il de la viscosité émergente et de ses effets locaux? C'est le mystère de la viscosité que nous percerons au prochain chapitre. Merci de votre attention. Fin de la leçon. Bienvenue dans ce troisième chapitre. Après la structure et la résistance, nous abordons une propriété locale émergente, la viscosité du vide. Commençons par une distinction fondamentale. La viscosité, notée mu, ne doit en aucun cas être confondue avec la résistance globale Shu. C'est une propriété locale et émergente. Sa définition est précise, mu est égal à gamma fois le gradient de Shu. Elle dépend donc exclusivement des variations spatiales de la résistance du vide. L'interprétation est limpide. Si le Shu change rapidement sur une courte distance, la viscosité est forte. Si le Shu est uniforme, alors la viscosité disparaît totalement. Son rôle est crucial. Elle génère l'inertie, la dissipation et la résistance au mouvement. C'est elle qui crée ce que nous percevons comme une masse inerte. Cette viscosité induit un effet dissipatif. Le mouvement est ralenti, non par un changement du temps, mais par la friction du milieu lui-même. C'est l'effet Mamolar. Nous pouvons maintenant aborder l'équation de champ du vide. Elle décrit comment la densité de contrainte évolue dans le temps et l'espace. C'est une dynamique complexe et fluide. Le potentiel de phase sainte de ETA définit trois régimes. Le régime fluide de l'espace, le régime intermédiaire de la gravité et le régime saturé des trous noirs. La boucle est bouclée. Le schéma unifié est le suivant. La matière crée la densité RHO qui modifie l'état ETA, générant la résistance Shu. Le gradient de cette résistance produit enfin la viscosité et le mouvement. La dynamique de l'univers n'est qu'une immense danse de la contrainte. Tout objet suit les courants d'un océan invisible de structure. Structure, résistance, viscosité. Ces trois piliers remplacent les forces mystiques par une mécanique des fluides absolue et universelle. Une trinité de lois pour gouverner le vide. Structure, résistance et viscosité. Les trois piliers pour comprendre l'univers. Nous avons posé les bases. Préparez-vous à explorer les applications de cette science nouvelle. Bienvenue dans cette leçon magistrale. Nous abordons aujourd'hui le cœur mécanique de notre univers, la trinité gravitationnelle. Préparez-vous à une immersion totale. Pendant des siècles, nous avons cru à une force d'attraction magique agissant à distance. Mais dans un vide structuré, ce mythe n'a plus sa place. La gravité est triple. L'univers est un abîme fluide, un milieu physique dont les contraintes dictent le mouvement de chaque atome. Trois phénomènes mécaniques distincts composent ce que nous appelons gravité. La première est la gravité émergente. Elle naît de l'attraction entre les signatures vibratoires des éléments, ce que nous nommons le mu. C'est l'identité scalaire de la matière. Selon la loi de l'identité scalaire, chaque élément possède une souveraineté prédéfinie. Il ajuste sa structure pour maintenir cette identité face à la viscosité locale du vide. Imaginez l'atome comme une bulle de savon.
Pour ne pas éclater, il doit équilibrer sa pression interne avec celle du milieu. Cette lutte pour la souveraineté crée la première contrainte. L'attraction n'est pas un tirage, mais une résonance. Les signatures mues se cherchent et s'alignent dans le vide structuré, créant le lien que nous percevons comme attraction émergente. Le deuxième pilier est la gravité statique. C'est la pression de résidence. Même immobile, un objet subit l'écrasement constant de la densité du vide qui l'entoure. C'est l'inertie brute. Exister dans le milieu, c'est y être immergé. Et cette immersion impose un poids physique, une pression que la matière doit supporter à chaque instant. Cette pression dépend de votre profondeur dans la hiérarchie des brânes. La lumière glisse sur une seule brâne, tandis que la matière plonge dans les trois, subissant une contrainte maximale. C'est la loi de sollicitation. Le skieur 1 brâne survole le milieu, le plongeur 3 brânes le subit. La gravité statique est le prix de notre complexité matérielle. Enfin, le troisième pilier, la gravité dynamique. C'est la friction née du changement de vitesse. C'est elle qui crée la célèbre force G, cette opposition du vide à l'accélération. Lorsqu'un objet accélère, il entre en collision avec le sillage visqueux qu'il engendre lui-même. C'est l'effet de Pault, une traînée topologique qui freine tout déplacement brusque. Tout changement de direction se heurte à cette même résistance. La résistance gyroscopique est la collision frontale entre l'axe de l'objet et le sillage compressé du vide structuré. Mais alors, pourquoi les planètes ne sont-elles pas freinées jusqu'à s'arrêter? Comment l'univers maintient-il son mouvement dans un fluide si visqueux? La réponse est l'attraction. Voici l'attraction topologique. Les planètes ne sont pas en chute libre passive. Par leur rotation, elles adhèrent au vide et roulent littéralement sur sa structure interne. Le spin planétaire crée une adhérence au milieu. Cette traction compense exactement la friction de la viscosité. La planète est un moteur topologique qui roule sur l'éther. C'est le principe du brise-glace spatial. L'adhérence compense la résistance. Cette mécanique réinterprète l'effet land steering comme un simple phénomène de traction fluide. Nous dépassons ainsi la vision géométrique d'Einstein. Nul besoin de courber l'espace-temps quand on comprend la traction et la friction d'un milieu physique réel. Cette maîtrise nous ouvre les portes d'une civilisation de type 1. En comprenant la traction topologique, nous devenons les architectes des courants de l'univers. Identité scalaire, résidence statique et friction dynamique. La trinité gravitationnelle est le code source de votre nouvelle réalité physique, une ingénierie totale. La leçon s'achève. Mais si la gravité est mécanique, qu'en est-il de l'électricité? Qu'est-ce qu'une charge dans cet océan? C'est le mystère de l'électromagnétisme topologique. Merci de votre attention. Vous êtes désormais des navigateurs de la structure. Fin de la 4e leçon magistrale. Fin. Bienvenue dans ce 5e chapitre. Après la gravité, nous abordons maintenant l'autre pilier de la dynamique du vide, l'électromagnétisme topologique. Nous sommes habitués à voir l'électromagnétisme comme des champs abstraits. Dans la TVS, ces champs deviennent des structures mécaniques, des vortex dans le vide fluide. Une charge n'est plus un objet mystérieux portant Q. C'est un vortex, un spin du vide. Le vide tourbillonne localement, créant un axe de rotation qui définit le signe et l'intensité de la charge. Deux charges de sens opposés s'emboîtent comme des engrenages. Deux charges de même sens, au contraire, comprimant le milieu entre elles et se repoussent. L'attraction et la répulsion deviennent des effets de pression. Lorsque ces vortex se déplacent, ils laissent derrière eux un sillage dans le vide. C'est ce sillage de spin, cette mémoire d'écoulement, que nous appelons le magnétisme. C'est l'effet Carmen. Comme un navire laisse un sillage dans l'eau, toute charge laisse un sillage de spin dans le vide. Ce sillage transporte de l'information et de la contrainte. Le vide garde la mémoire de ses sollicitations. Comme un matériau magnétique, il présente une hystérésis. C'est la mémoire élastique du vide, l'ombre mécanique de l'effet Carmen. Cette mémoire fluide définit une limite effective de portée pour la lumière. Au-delà d'une certaine distance, le signal n'est plus lisible. Il se dissout dans le bruit viscoélastique du milieu. Les courants électriques deviennent des flux organisés de spin du vide. Les fameuses lignes de champ ne sont plus des abstractions graphiques, mais des courbes de circulation dans un fluide réel. L'induction n'est plus un mystère. Changer le spin du vide dans un noyau force la réorganisation des spins voisins. C'est une réaction en chaîne fluide et non une action à distance instantanée. Une onde électromagnétique devient alors une onde de spin. Une perturbation ordonnée se propage de vortex en vortex, comme un stade qui se lève par vagues successives. L'effet Carmen impose une portée finie. Chaque passage dans le milieu déforme un peu plus le front d'onde
jusqu'à ce que l'information soit perdue. La lumière a un rayon d'action limité par l'hystérésis du vide. Nous pouvons maintenant unifier. La masse est une plongée dans la structure, la charge est une torsion de cette même structure. Deux façons différentes de solliciter le même milieu. Gravité, électricité, magnétisme, effet Carmen. Tout devient mécanique. Pression, traction, vortex, sillage, mémoire. L'univers cesse d'être magique pour devenir ingénierie du milieu. Avec ce langage mécanique, nous pouvons décrire des effets plus subtils. Effet Dennis, effet Casilda-Pacheco. Compression atomique, blue shift, couplage entre viscosité et phase. La route est tracée. Si les forces sont mécaniques, alors la matière noire et les régimes G1 deviennent des états particuliers de ce même vide fluide. C'est ce que nous explorerons au prochain chapitre. À bientôt. Bienvenue dans ce 6e chapitre. Nous abordons aujourd'hui l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne, la prétendue matière noire. La science classique cherche désespérément une particule invisible pour expliquer la rotation des galaxies, mais elle cherche une substance là où il n'y a qu'un état du vide. Dans la TVS, la matière traverse 4 régimes distincts selon l'état du vide structuré, de la fluidité originelle G0 au gel topologique total G3. Le régime G1 est celui de la superfluidité. Dans cet état, la viscosité du vide s'approche de zéro. La matière y évolue sans friction, comme si le milieu était devenu transparent. En régime G1, ce que nous appelons matière noire n'est que de la matière ordinaire dont le sillage de vide structuré mime une densité de masse supplémentaire. C'est un effet du milieu. Le régime G2 est notre réalité quotidienne. Un vide visqueux où la gravité statique et dynamique s'exprime pleinement. C'est ici que nous mesurons les lois classiques. À mesure que la contrainte état augmente, nous approchons d'une limite critique, le seuil de Mamolar. C'est le point de rupture où le vide change radicalement de phase. Au-delà du seuil, c'est le régime G3, le gel topologique. La viscosité devient infinie, la vitesse de la lumière tombe à zéro. C'est la véritable nature des trous noirs. C'est la saturation totale de l'effet Mamolar. Le temps n'est pas arrêté, mais tout mouvement est interdit par la rigidité absolue du vide structuré, un horizon d'inférence infranchissable. De la superfluidité galactique au gel des abysses, la matière n'est qu'un voyageur traversant les différents états de la structure du vide. Une échelle universelle. Le mystère s'évanouit. La matière noire n'existe pas en tant que substance. Elle est la signature mécanique de la superfluidité du vide en régime G1. Cette maîtrise des régimes nous permet d'aborder les effets les plus fins. L'effet Dennis et la compression atomique. La science touche enfin les terres de la réalité. Nous avons décrypté les phases de l'univers. Le voyage continue. Merci de votre attention pour cette 6e leçon magistrale. Fin. Bienvenue dans ce 7e chapitre de notre traité. Nous quittons les échelles galactiques pour plonger au cœur de l'atome, là où les effets les plus subtils de la structure se manifestent. L'atome n'est pas une entité isolée voguant dans le néant. Il est en interaction permanente avec la densité de contraintes état. De cette symbiose naît l'effet Dennis. L'effet Dennis, ou loi de compression, décrit comment la cohésion atomique est renforcée par la pression du vide structuré. Plus le milieu est dense, plus l'atome se compacte pour préserver son intégrité. Cette compression mécanique induit un décalage vers le bleu, un blue shift atomique, ainsi qu'une redistribution angulaire des émissions. La matière s'adapte géométriquement à sa résidence spatiale. Le deuxième pilier de cette physique de précision est l'effet Casilda-Pacheco. Il définit le couplage absolu entre la viscosité état et la phase U du milieu. Une synchronisation du tissu spatial. Selon cet effet, la fréquence de la lumière n'évolue que si la viscosité du vide change durant son trajet. C'est la signature d'un univers dont la texture n'est jamais uniforme. Comprendre ces effets, c'est ouvrir la porte à l'ingénierie atomique. En pilotant la contrainte du vide, nous pouvons redessiner la matière à sa source la plus profonde. Loi de compression, couplage de phase et redistribution angulaire. Nous avons percé les secrets de la précision atomique. La réalité est une horlogerie de structure. Ces lois microscopiques dictent le comportement des géants. Prochainement, nous verrons comment les astres adhèrent au vide pour rouler dans l'espace. Fin de la leçon. À bientôt. Bienvenue dans ce 8e chapitre. Après avoir compris les forces, nous abordons la mécanique du mouvement. Comment les astres naviguent-ils dans l'océan du vide? Si l'univers est un fluide visqueux comme nous l'avons prouvé, les planètes devraient être freinées et s'immobiliser. Pourtant, elles maintiennent leur course depuis des milliards d'années. Pourquoi? La réponse réside dans le spin.
La rotation d'un astre n'est pas un accessoire, c'est son moteur. En tournant sur elle-même, la planète crée une adhérence mécanique avec le vide structuré. Cette adhérence topologique permet à l'objet de s'appuyer sur le milieu. La planète ne subit plus le fluide, elle s'en sert pour se propulser le long des lignes de contrainte. Les astres ne tombent pas, ils roulent. Le mouvement orbital est un roulement sans glissement sur la structure interne du vide, une mécanique d'engrenage à l'échelle cosmique. Ce phénomène réinterprète l'effet lens steering de la relativité. Ce n'est pas l'espace-temps qui est entraîné, c'est le fluide du vide qui adhère à la rotation de la masse. Une traction purement mécanique. C'est la métaphore du brise-glace spatial. L'adhérence générée par le spin compense exactement la friction de la viscosité. La planète se fraye un chemin permanent dans le milieu. Ces sillons dans le vide sont les témoins de cette force. Les orbites sont des trajectoires de moindre résistance, stabilisées par le couplage entre rotation et structure. L'univers maintient son harmonie par cet équilibre délicat. La traction topologique compense la friction visqueuse. C'est la condition sine qua non de la pérennité du mouvement. Comprendre la traction, c'est ouvrir la voie à une navigation nouvelle. Des vaisseaux qui n'expulsent rien, mais qui s'appuient sur le vide pour se mouvoir. Une technologie de type 1. Spin, adhérence et traction. Nous avons découvert comment l'univers surmonte sa propre viscosité. Le mouvement est une interaction, une adhésion au monde, une ingénierie totale. Mais jusqu'où notre vision peut-elle porter dans ce milieu? Où s'arrête la réalité physique et où commence notre perception? C'est le mystère de l'horizon perceptif. À bientôt. Bienvenue dans cet ultime chapitre de notre cycle théorique. Nous allons aujourd'hui définir les limites de notre regard. L'horizon perceptif. Nous avons longtemps cru que notre vision de l'univers était limitée par la puissance de nos instruments, mais la théorie du vide structuré révèle une limite bien plus profonde, inscrite dans le milieu lui-même. Imaginez un phare dans un brouillard épais. Près de la source, le signal est net, mais à mesure que la lumière traverse le milieu visqueux, elle se diffuse et perd sa structure. C'est l'analogie de notre perception. Il existe une distinction fondamentale entre la réalité physique du vide structuré et notre couche perceptive. Ce que nous mesurons n'est pas toujours ce qui est, mais ce qui nous parvient à travers le filtre du milieu. La viscosité du vide agit comme un agent de dissipation. Chaque kilomètre parcouru par un signal déforme l'information. Le signal finit par se dissoudre dans le bruit de structure du milieu. Cette distance critique est notée de max. C'est l'horizon perceptif. Au-delà de ce rayon, l'incertitude devient totale. Le milieu a absorbé toute la structure du signal originel. C'est une manifestation macroscopique de l'effet Carmen. L'hystérésis du vide garde une trace de chaque passage, créant un sillage viscoélastique qui finit par occulter la source elle-même. L'observateur est prisonnier de sa propre localité. Notre vision du cosmos n'est qu'une bulle de perception au sein d'une réalité physique infiniment plus vaste et texturée. Cette limite explique pourquoi les objets les plus lointains nous semblent si mystérieux. Ce que nous voyons n'est pas la fin de l'univers, mais la fin de la portée de notre perception dans le fluide structuré. Réalité et perception, dissipation et horizon. Nous avons tracé la frontière de notre monde. La science de la structure est aussi une science de nos propres limites. 9 chapitres pour comprendre le milieu. La structure, les forces, les régimes et l'horizon. La théorie du vide structuré est désormais votre boussole dans cet océan invisible. Merci de votre attention tout au long de ce voyage. Vous êtes désormais des navigateurs avertis du... Bienvenue dans le 10e et dernier chapitre de notre grand traité. Nous abordons aujourd'hui le langage mathématique ultime de l'univers, l'algèbre des cordes. Dans la TVS, tout se résume à 2 formes ontologiques fondamentales. Une notation simple pour une réalité complexe, les boucles fermées et les cordes ouvertes. Le symbole entre crochets O représente la matière, des cordes refermées sur elles-mêmes en boucles stables. C'est l'atome, le grain de réalité, la signature de la souveraineté. Le tiret entre crochets représente le vide, des cordes ouvertes, fluides traversant l'immensité du bulk. C'est le milieu actif dans lequel la matière navigue. L'état 1/2 est une reconfiguration topologique majeure. C'est le moment précis où une corde ouverte se transmute en corde fermée, la naissance de la matière à partir du vide. Cette alchimie mathématique est régie par l'équation de cohabitation. Elle unit en une seule formule le destin de la matière, de l'énergie et du vide. C'est l'unité finale. Le premier terme, C-mat, est la constante matérielle. Elle représente la souveraineté intrinsèque de la matière, son identité scalaire mu.
une signature immuable. Le second terme, E-corde, est l'énergie de la corde. C'est l'énergie vibratoire nécessaire pour maintenir la boucle fermée et sa cohésion face aux contraintes du milieu. Le troisième terme, C-vide, est la contrainte du vide. Elle représente la pression exercée par le milieu, la viscosité locale qui tente de défaire la boucle matérielle. L'équation stipule que ces trois termes doivent toujours s'équilibrer pour former une corde fermée. Une rupture d'équilibre signifie la dissolution de la matière. Tout est lié. Enfin, la loi de l'extinction off. C'est la limite ultime de la structure, le point de non-retour où le signal se dissout totalement dans le néant topologique, la frontière de notre existence. Matière fermée, vide ouvert, transition et équation. Nous avons décrypté le code source de l'univers. La mathématique est devenue mécanique et tangible. 10 chapitres pour un nouveau paradigme. De la structure du vide à l'algèbre des cordes, en passant par la résistance, la viscosité, la gravité, l'électromagnétisme, les phases et les horizons. La science est désormais libre. Merci de nous avoir suivis dans cette quête de vérité et de rigueur scientifique. Vous avez désormais toutes les clés de la théorie du vide structuré. Fin du grand traité, fin.